If you look inside the autocratic camp, for example, you also don't even find this. Lorsque vous examinez le camp autocratique, vous ne trouverez aucune discussion sur l'importance de l'autocratie ou de la dictature. Ils ont leur propre système politique. Que nous approuvions ou non ces systèmes, ils sont assez pragmatiques pour développer leurs économies et poursuivre leurs intérêts nationaux. Ils ne discutent même pas de démocratie ou d'autocratie. Donc, je ne pense pas que ce soit logique. Je ne vais pas entrer dans plus de détails ici, mais je pense que c'est même contre-productif pour Washington de souligner cet argument de l'autocratie contre la démocratie. To be doubling down in this very argument of autocracy versus democracy. Bonjour à tous, c'est Pascal de Neutrality Studies. Aujourd'hui, je suis à nouveau rejoint par Yevgeny Prierman. Yevgeny est un ressortissant de la Biélorussie et le fondateur et directeur du Conseil du dialogue de Minsk sur les relations internationales. Il a obtenu son doctorat en politique et études internationales de l'Université de Warwick. Nous nous sommes rencontrés grâce à notre travail à l'Institut autrichien pour la paix. Yevgeny a récemment rédigé un article perspicace intitulé « Concevoir une nouvelle guerre froide à notre guise, un problème de catch 22 ». Nous allons discuter de ces arguments maintenant. Alors, Yevgeny, merci beaucoup de nous rejoindre à nouveau en ligne. Merci de m'avoir invité à nouveau. C'est un grand plaisir. Merci pour cela. Nous n'allons pas nous concentrer sur la neutralité maintenant, mais plutôt sur l'argument que vous avancez dans cet article. Si je comprends bien, vous dites qu'il n'y a rien d'inévitable à propos de cette nouvelle guerre froide. En fait, vous suggérez que le terme « guerre froide » n'est même pas une bonne métaphore pour comprendre la situation actuelle. Vous commencez votre article en discutant du dilemme de sécurité et de la célèbre déclaration de Robert Jervis selon laquelle le thème central des relations internationales n'est pas le mal, mais la tragédie. Pourriez-vous clarifier ce que vous voulez dire par là? Well, I always thought, as a student of international relations, that this dictum and J'ai toujours pensé qu'en tant qu'étudiant en relations internationales, ce principe et les siècles d'analyse qui le soutiennent devraient être évidents. Au moins pour ceux qui sont impliqués dans les relations internationales et ceux qui prennent des décisions aujourd'hui. Mais il semble qu'il ne le soit pas. Peut-être qu'il est toujours plus simple pour nous, dans nos sièges analytiques et nos robes académiques, de critiquer les décideurs depuis des pièces calmes. Cependant, je crois que nous devrions toujours le faire, même si je comprends l'immense pression et le fardeau que ces décideurs doivent affronter. Ce que je voulais exprimer dans cet article est un point clé. Au lieu de nous concentrer sur les personnalités dans les relations internationales d'aujourd'hui, nous devrions déplacer notre attention ailleurs. Tout le monde, surtout en Occident, se préoccupe de Poutine et de Xi. Si vous allez à Moscou, il y a beaucoup de discussions sur les lacunes de Biden et d'autres personnalités. Cependant, je crois que se concentrer sur ces personnalités est, à tout le moins, une perte de notre temps. Il est assez clair qu'il existe des mécanismes structurels et objectifs qui dirigent certains développements. Nous observons ces développements. Le dilemme de la sécurité s'est avéré à plusieurs reprises être l'un de ces mécanismes moteurs. Il est assez clair que cela se produit en ce moment. To be one of those driving mechanics, and I think it is pretty obvious it's playing out right as we speak again. And perhaps for the viewers. Pour les spectateurs des études de neutralité, nous n'avons pas besoin de nous plonger profondément dans le dilemme de sécurité. Cependant, pour vous rappeler brièvement, le dilemme de sécurité est un phénomène dans les relations internationales. C'est quand chaque État croit que ses actions sont défensives. Il vise à se protéger, surtout contre toute menace potentielle. Cependant, lorsqu'ils renforcent leurs capacités militaires, qu'ils croient être défensives, cela peut envoyer un signal trompeur. Ceci est souvent perçu par d'autres États comme potentiellement offensif. Ainsi, lorsque ces États voient ces préparatifs, ils ressentent également le besoin de se préparer à d'éventuelles menaces pour leur propre sécurité. Cela nous amène à ce que nous appelons la spirale de sécurité. Dans cet article, je ne discute pas seulement de l'aspect militaire. J'essaie de faire valoir un point que je crois que nous avons déjà dépassé le stade où le dilemme de sécurité et l'attitude attributionnelle envers vos adversaires, ou d'autres dans les relations internationales,
ont significativement infiltré nos vies. C'est évident politiquement et économiquement. Je crois que lorsque nous examinons les débats internationaux d'aujourd'hui, surtout dans les pays géopolitiquement significatifs, c'est apparent. Il s'agit de toutes les intentions négatives perçues des autres. Je pense qu'à un certain point, ces discussions ne se croisent plus. Elles existent dans des mondes parallèles. And at a certain point, I think those discussions, they no longer come together. They live in parallel worlds. And I think that's Je crois que le dilemme de la sécurité et l'approche de l'Iran pour y faire face sont extrêmement dangereux. Dans cet article, je veux souligner que si nous prêtons attention à ce dilemme de sécurité, il peut nous fournir des perspectives pratiques. L'aperçu le plus crucial est que, peu importe à quel point nous croyons que l'autre partie a tort, est malveillante ou a l'intention de nous détruire ou le monde que nous aimons, la seule façon d'échapper à la spirale de sécurité est par la coopération et la coordination. Si nous n'arrêtons pas cette spirale de sécurité, elle pourrait hypothétiquement conduire à la fin du monde, surtout compte tenu de la présence d'armes nucléaires. Par conséquent, la seule façon de gérer le dilemme de la sécurité est de commencer à agir de manière coopérative et coordonnée. So the only way to somehow tame the security dilemma is to start doing something in a cooperative and coordinated way. And L'objectif de cet article était de répondre à un commentaire précédent du directeur du réseau européen de leadership, Sir Adam Thompson. Il a initié une discussion sur le type de nouvelle guerre froide que nous pourrions vouloir avoir. Son argument était qu'il est grand temps que nous commencions à considérer les paramètres de cette nouvelle guerre froide. Il a suggéré que nous réfléchissions à la façon de contrôler son escalade et de la gérer. Ma réponse à lui était que, compte tenu du phénomène du dilemme de sécurité, la seule façon de gérer la confrontation est de commencer à coordonner nos approches. Si nous essayons de le faire seuls, unilatéralement, ou seulement avec nos alliés, cela ne semble pas très prometteur. C'est parce que nous serons toujours un pas derrière avec nos propres plans intellectuels unilatéraux. Ces plans ne serviront qu'à pousser la confrontation de plus en plus loin. Oui, d'après ce que je comprends, vous suggérez que le terme « guerre froide » pourrait ne pas être la manière la plus précise de décrire la situation actuelle. C'est parce qu'il y a des différences significatives entre la guerre froide originale et ce qui se passe maintenant. Par exemple, les conflits idéologiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'auparavant. Nous ne sommes pas coincés dans le même dilemme idéologique. Au lieu de cela, nous sommes confrontés à des dichotomies idéologiques légèrement différentes. Pourriez-vous élaborer sur ces points ? Le deuxième point à considérer est que même si nous considérons cela comme une guerre froide, nous devons comprendre que la raison pour laquelle la première guerre froide n'a pas abouti à notre anéantissement était due à une certaine forme de coordination entre les superpuissances. Cette coordination a commencé à se mettre en place particulièrement après 1962, suite à la crise des missiles cubains. Cet événement a servi de signal d'alarme sur le danger extrême de ne pas avoir une ligne de communication directe entre nous. Actuellement, nous sommes encore dans une phase où nous détruisons activement les connexions. Nous assistons à l'effondrement de plus en plus de choses qui nous relient encore. Votre argument est que c'est très dangereux, n'est-ce pas? C'est vrai. Pour commencer avec la conclusion de mon article, j'essaie de démontrer que nos actions actuelles sont largement inutiles compte tenu de la dynamique du dilemme de sécurité. La seule façon de nous empêcher de nous détruire finalement est de commencer à coordonner nos actions et à initier la désescalade. En d'autres termes, même si nous persistons dans notre voie actuelle, qui implique une confrontation croissante et un doublement de nos efforts pour défier l'autre partie, cela a peu à voir avec la coordination ou la coopération. Il n'y a que deux alternatives à cette séquence continue de développement et d'événements. There are only two alternatives out of this very, flow of developments and events. One is that we do arrive at a point. Une possibilité est que nous atteignions un stade où nous avons une fusion nucléaire et nous nous détruisons. Alternativement, nous pourrions atteindre une crise, potentiellement aussi grave que la crise des missiles cubains. La seule solution serait de commencer à coordonner la désescalade. Donc, en essence, nous perdons simplement du temps et prenons des risques élevés si nous continuons sur notre voie actuelle et ne commençons pas à communiquer les uns avec les autres de manière coopérative. Nous devrons le faire à un moment donné dans le futur. Cependant, pour revenir au sujet de la discussion sur la nouvelle guerre froide et au point que je faisais là-bas, je tiens à souligner que ce n'était pas le point central de l'article. Je n'ai fourni qu'une discussion très brève et très basique sur ce point.
discussion of this argument. But indeed, what I argue is that, first of all, En effet, ce que je suggère, c'est que nous ne savons pas avec certitude à ce moment. Dans les termes utilisés par les institutionnalistes historiques, notre situation actuelle pourrait probablement être décrite comme une période de disjonction critique. Nous savons que le système international précédent, le moment unipolaire qui a émergé après la guerre froide, est terminé. Il est probable que nous sommes en train de passer à un système plus multipolaire. Nous pouvons discuter des puissances dominantes, à savoir les États-Unis et la Chine, et spéculer sur l'avenir. Nous pouvons être quelque peu confiants quant à certaines de ces spéculations. which are the US and China, and we can, have quite a few ideas about where it goes next. Most probably we can be certain about some of those ideas. But at the same time, before we're... Cependant, nous ne pouvons pas être sûrs jusqu'à ce que nous atteignions un point critique, en utilisant le terme des institutionnalistes historiques. Lorsque nous discutons de la guerre froide, nous faisons souvent référence à un système stable qui existait. Mais nous devons aussi nous rappeler qu'il n'est pas simplement apparu de nulle part. Il y a eu quelques années après la Seconde Guerre mondiale où les choses étaient incertaines. Ce n'est que dans la fin des années 1940 qu'un tournant critique s'est produit. Cet événement a façonné le développement du monde pour les décennies suivantes. That critical juncture happened, which for the next several decades basically made sure that the world developed the way it did. Comme nous le savons, beaucoup de personnes qui étaient les architectes intellectuels d'événements passés significatifs ne croyaient pas que ces développements étaient inévitables. Un exemple est George Kennan. Beaucoup de gens disent qu'il a passé quelques années de sa vie à essayer de façonner la guerre froide. C'était à travers son célèbre article de Monsieur X et quelques autres choses. Ensuite, il a passé le reste de sa vie, plusieurs décennies de plus, à essayer d'expliquer que ces événements n'étaient pas inévitables. Il croyait qu'il y avait des moyens de réduire au moins les risques. Donc, je pense qu'il est important de se souvenir de ces développements aujourd'hui. Il a passé les dernières années de sa vie à nous mettre en garde. Il nous a avertis que si nous ne faisons pas attention, nous finirons dans la situation dans laquelle nous nous trouvons maintenant. George Kennan était parmi ceux qui ont averti que pousser l'Ukraine dans l'OTAN conduirait à une autre guerre. Comme prévu, une guerre a éclaté. Alors, nous sommes confrontés à ce problème. Les stratèges de la guerre froide des premières années, qui ont atteint leur maturité politique juste avant et pendant la Seconde Guerre mondiale, étaient aux commandes pendant les 2 premières décennies de la guerre froide. Pendant cette période, une autre génération de personnes arrivait à maturité. Ce groupe, appelé guerriers à la fois à l'Est et à l'Ouest, a commencé à désamorcer les tensions. Pendant 20 ans, ils ont travaillé à résoudre l'énigme. Parmi ces personnes se trouvaient des individus comme Mikhail Gorbatchev et Jack Matlock. Matlock était le dernier ambassadeur américain en Union soviétique. Tout au long des années 70 et 80, un grand groupe de personnes a travaillé à mettre fin à la guerre froide. Matlock dit souvent qu'il est stupide de penser aux États-Unis d'une certaine manière. La guerre froide n'a pas été gagnée, mais s'est plutôt terminée par des négociations en 1989. L'effondrement de l'Union soviétique, survenu 2 ans plus tard, était un événement lié mais différent. La fin de la guerre froide a été obtenue par un accord mutuel. À cette époque, nous pensions tous avoir atteint la fin de l'histoire. Avance rapide de 30 ans, et nous nous retrouvons dans une situation où ceux qui sont en position de pouvoir ont mouru politiquement pendant les années 1990 et 2000. Leurs carrières politiques ont été largement façonnées pendant cette période. Maintenant, nous sommes à nouveau dans une situation hautement conflictuelle. Nous créons des récits d'univers parallèles, ou comme vous les avez appelés, des bulles. Ce sont les bulles d'information ou de pensée. Pourriez-vous peut-être expliquer brièvement votre perception de ces bulles, étant donné que vous avez la capacité de traverser les deux? Eh bien, je crois que c'est plus ou moins une situation typique, compte tenu de notre histoire précédente. Je suis d'accord avec ce que vous avez dit. Il est important de noter que contrairement à la guerre froide originale, ce à quoi nous sommes confrontés maintenant ne devrait pas être appelé la nouvelle guerre froide.
C'est parce qu'il y a quelques différences. Je dois encore expliquer quelles sont ces différences, et je vais le faire sous peu. Ce point est important. La génération actuelle de politiciens, qui sont au pouvoir aujourd'hui, est définitivement différente de la génération d'après la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de ces derniers ont été témoins des atrocités et des hostilités en première ligne. Many of whom saw the atrocities and hostilities with their own eyes. Even though, and I think it's also important to emphasize this, when we read memoirs, Même si, je pense qu'il est important de souligner cela lorsque nous lisons des mémoires des années de la crise des missiles cubains. Par exemple, nous voyons combien de personnes dans le cercle du président Kennedy essayaient réellement de le convaincre que la seule issue à cette situation était d'utiliser des armes nucléaires. Peu importe comment il voyait cela. Bien sûr, il ne suggérait pas d'utiliser tout cela en une fois. Il voulait probablement prendre des mesures graduelles. Mais imaginez, même à cette époque, il y avait des gens qui avaient été témoins de la tragédie d'une véritable guerre mondiale. Pourtant, il soutenait toujours que la seule issue serait d'utiliser des armes nucléaires à cause des États-Unis. Les États-Unis se considéraient beaucoup plus forts que l'URSS. À l'époque, si nous appliquons cette situation aux salles de décision d'aujourd'hui, il m'est difficile de dormir la nuit. Je m'inquiète des discussions qui pourraient avoir lieu à huis clos. C'est similaire à ce que John Bolton a intitulé son livre, La pièce où cela s'est produit. Il s'agit de ce qui se passe dans la pièce où les décisions sont prises. Nous vivons de plus en plus ce phénomène de monde parallèle, que j'ai mentionné dans mon article. J'ai encore la chance de voyager entre ces deux mondes. Je rencontre des gens, y compris ceux qui sont très proches de la prise de décision à Moscou et dans les capitales occidentales. Je crois que même il y a 6 ou 7 décennies, ces derniers ressemblaient plus à des chambres d'écho qu'à autre chose. C'est à cette époque que mon organisation, le Conseil du dialogue de Minsk sur les relations internationales, tentait d'établir une plateforme à Minsk. L'objectif était de faciliter une forme de discussion qui allait au-delà de ces chambres d'écho. À un moment donné, nous pensions que nous faisions des progrès, mais évidemment, compte tenu de la situation actuelle, cela n'a pas fonctionné. Alors maintenant, le problème est devenu encore plus complexe. Que faut-il faire à ce sujet ? Comment gérer une situation où non seulement deux bulles parallèles existent, mais où il y a aussi très peu de personnes dans les deux bulles qui comprennent vraiment la nécessité de trouver des moyens de s'échapper de ces bulles ? Les gens peuvent être motivés par diverses raisons, qu'elles soient politiques ou intellectuelles. Ils pourraient également croire que plus ils sont sévères et agressifs envers l'opposition, plus cela aura un effet dissuasif. Ils pensent que cette approche pourrait conduire à une situation similaire à celle de la crise des missiles cubains. Fait intéressant, lorsque je parle avec du personnel militaire des deux côtés de la division, la plupart d'entre eux m'assurent qu'ils ont tous les outils nécessaires pour gérer les confrontations. Ils me disent de ne pas m'inquiéter. Ils peuvent intensifier leur rhétorique contre l'autre camp. Ils peuvent également intensifier les actions qui violent les mesures de contrôle des armements. Rhetoric which is anti the other side. We can double down on certain things where we break the arms control instruments, we break transparency and security building. Nous compromettons souvent la transparence et les mécanismes de sécurité parce que nous avons encore le contrôle des choses. Je ne suis pas entièrement convaincu de cela. Je continue de leur rappeler que, sur la base de la théorie des conflits et des récits historiques, nous apprenons des faits auparavant inconnus sur les crises passées, y compris la crise des missiles de Cuba. Nous étudions tout cela. Cependant, rien ne suggère que les choses peuvent être gardées sous contrôle, même avec une technologie avancée. Cette préoccupation peut sembler insignifiante, mais elle nous rappelle certaines périodes historiques. Malgré des circonstances différentes, les gens rencontrent toujours les mêmes dilemmes. People still face the very same dilemmas, and in a way they are simple, as I put it a few minutes ago, you know. D'une certaine manière, ces choses sont simples. Comme je l'ai mentionné il y a quelques minutes, nous nous dirigeons soit vers un point où nous devons désamorcer ensemble, soit nous allons franchir un seuil. Nous pourrions entrer dans une nouvelle ère où les armes nucléaires ont été utilisées non seulement au Japon, comme cela s'est produit à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces choses sont, bien sûr, très dangereuses. Maintenant, je m'excuse de sauter d'un sujet à un autre.
Si vous voulez toujours que je traite brièvement de la raison pour laquelle il pourrait ne pas être utile de penser en termes de guerre froide à propos des événements actuels, je le ferai. Dans l'article, j'ai identifié 2 facteurs principaux. To think in Cold War terms about what is happening right now, I'll do it quickly. So in the article, I basically singled out 2 main factors. La première est bien sûr idéologique. De nombreuses personnes tentent maintenant de décrire la situation actuelle en termes idéologiques. Du côté des Américains, il y a une narration croissante selon laquelle il s'agit d'une bataille entre la démocratie et l'autocratie. Lorsque vous visitez Moscou, vous n'entendrez peut-être pas l'argument idéologique aussi fortement qu'en Occident, mais il est toujours présent. Là-bas, on le voit comme une lutte entre les valeurs traditionnelles, que Moscou veut représenter et défendre, et les valeurs postmodernes, comme beaucoup de gens en Russie le décriraient. Quant à la Chine, je ne suis pas un expert, mais d'après ce que j'ai lu et vu, il semble y avoir une discussion similaire à celle de Moscou et de la Russie. Russian discussion as well. But I think if we just compare today, mais je pense que si nous comparons le paysage idéologique d'aujourd'hui à celui du passé, il est assez différent. Dans le passé, il y avait une confrontation globale entre le communisme et le capitalisme. Aujourd'hui, cette confrontation semble moins intense. Ce qui était unique dans le passé, c'était la lutte entre 2 idéologies universelles et expansives. Ces idéologies présentaient une certaine vision du monde. Maintenant, si nous regardons les pays d'aujourd'hui, l'application du concept de démocratie pour analyser la situation ne correspond pas toujours à la réalité. De nombreux pays du monde démocratique coopèrent joyeusement avec ceux du monde autocratique. C'est particulièrement vrai en ce qui concerne les ressources énergétiques. Cooperating with the countries in the autocratic world, especially when it comes to all sorts of energy resources. And we're not talking about Russia right now, which used to be. Nous ne discutons pas de la Russie pour le moment, qui était un sujet courant dans le passé. Considérez les nations du Moyen-Orient et l'empressement des dirigeants européens à nouer des relations avec elles. Si vous examinez le groupe autocratique, vous ne trouverez même pas de débat sur l'importance de l'autocratie ou de la dictature. Ils ont leur propre système politique. Que nous approuvions ces systèmes ou non, ils sont assez pratiques pour développer leurs économies et faire avancer leurs intérêts nationaux. Ils n'abordent même pas le sujet de la démocratie versus l'autocratie. Donc, je ne crois pas que ce soit un argument valable. Je ne vais pas entrer dans plus de détails ici, mais je crois que c'est même préjudiciable pour Washington d'insister sur cet argument de l'autocratie versus la démocratie. To be doubling down in this very argument of autocracy versus democracy. La grande question que je me pose est de savoir si les personnes qui utilisent ce genre de rhétorique croient réellement aux absurdités qu'elles propagent. Cela est particulièrement pertinent en ce qui concerne la propagande occidentale et la fausse dichotomie entre autocratie et démocratie. C'est complètement faux. Il est facile de réfuter l'idée que l'Occident se soucie profondément de la démocratie en examinant simplement avec qui il collabore. D'un autre côté, les États-Unis ont eu une alliance très étroite avec l'Arabie saoudite. Cette alliance semble actuellement se décomposer. Cependant, considérez l'Égypte, où le premier président démocratiquement élu est mort en prison. Washington est assez satisfait de cela et est impatient de collaborer avec Al-Sisi et d'autres. Nous avons de nombreux exemples, y compris le discours sur les droits de l'homme. Il est compréhensible que la Chine et la Russie ne prennent pas l'Occident au sérieux lorsque les États-Unis et l'Europe occidentale ignorent simplement les Palestiniens. Ils semblent se soucier uniquement des droits des musulmans au Xinjiang. Quant aux droits des musulmans en Palestine, c'est comme si nous n'étions pas au courant des problèmes, et ils continuent à faire obstacle à cela. Ce discours entier est tellement incroyablement hypocrite que je me demande si les gens y croient vraiment. Cependant, nous avons aussi de nombreux contre-exemples. La Mongolie est un exemple dont je ne me lasse jamais de mentionner. La démocratie s'est développée magnifiquement et très bien au cours des 30 dernières années. Il reste encore des problèmes à résoudre et la corruption est toujours présente. Cependant, en termes de démocratisation et de transition pacifique du pouvoir, cela fonctionne à merveille. Elle fonctionne beaucoup comme une démocratie parlementaire multipartite de l'Europe occidentale. La Chine et la Russie ne sont pas dérangés par cela. Ils n'ont pas l'intention d'envahir et d'installer un dictateur là-bas parce qu'ils ne sont pas concernés. C'est parce que la Mongolie coopère, à la fois avec la Russie et la Chine, et aussi dans la région. Donc,
Cette dichotomie n'a pas de sens, du moins en Occident. Je suis curieux de savoir si vous remarquez des incohérences similaires dans le récit russe sur le postmodernisme versus le conservatisme. Well, I guess I do, even though what the Russians are doing with this narrative is more Eh bien, je suppose que oui, même si l'approche des Russes à ce récit est plus une réaction au récit venant de l'Ouest. Je ne crois pas que beaucoup de gens en Russie, y compris ceux qui créent ces récits et ceux responsables de la formation intellectuelle de cette confrontation, soient particulièrement satisfaits de cela. Cependant, je pense qu'ils ressentent le besoin de répondre. Ils ressentent le besoin de créer une sorte de contre-récit. C'est leur méthode de réponse. Mais avant tout, la première chose que vous entendez en Russie de ceux qui considèrent les relations étrangères est qu'ils essaient d'être réalistes. Je suis certain que tout le monde qui prétend être réaliste ne comprend pas vraiment ce que cela signifie. Not everyone who says he is a realist understands what it actually means, but the first thing it should mean is that you don't pay too much attention to all this Mais, vous savez, la première chose que cela devrait signifier, c'est que vous ne devriez pas trop vous concentrer sur ces idées idéologiques, intellectuelles et constructivistes. Ces idées sont plus liées au constructivisme lorsque vous essayez d'établir une plateforme idéologique pour toutes vos actions. Cependant, si vous êtes un réaliste, vous considérez beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi je crois qu'ils ressentent toujours que répondre est plus une nécessité qu'un véritable besoin. S'ils peuvent se débarrasser de cette moitié idéologique, ils sont heureux de discuter d'autres sujets. Mais s'ils ne le peuvent pas, ils élargissent le discours. Il y avait un peu de cette demande philosophique de la part de personnes qui ne sont pas profondément impliquées dans les relations étrangères et internationales. Au lieu de cela, ils sont plus intéressés par la création de sens et de récits, et ce sont eux qui sont à l'origine de cette tendance. in international relations, but rather, in designing senses and narratives that they would put it, who are driving this trend. And of course, Au fur et à mesure de notre progression, nous verrons davantage cela. Cependant, cela pourrait être assez contre-productif. Des pays comme la Russie ou la Chine devront également être insincères à ce sujet. Nous savons que lorsque la politique des grandes puissances bat son plein, elle est intrinsèquement plus réaliste que tout le reste. Ces pays devront se concentrer sur l'équilibre des pouvoirs et la manière dont ils promeuvent leurs intérêts nationaux, indépendamment de ce que leurs réponses idéologiques pourraient suggérer. C'est exactement ce que nous avons observé pendant la guerre froide. Par conséquent, la guerre froide est très utile pour nous aider à comprendre ces dynamiques. Oui, je suis d'accord. Ma seule préoccupation est lorsque l'idéologie devient si puissante que les gens commencent à y croire. Ils commencent à croire à leurs propres mensonges. À un certain moment, vous avez besoin de l'idéologie pour rassembler votre population locale. C'est nécessaire pour les avoir derrière vous et pour façonner leur perception. C'est aussi pourquoi des entités comme l'Union européenne et les États-Unis ont interdit RT, Sputnik et d'autres. Ils ont besoin de contrôler l'espace d'information. La Russie et la Chine font de même. Ils ont besoin d'aligner la pensée des gens. Si les personnes au pouvoir et les décideurs commencent à croire à ces récits, cela peut conduire à un conflit idéologique plus large. Ce conflit pourrait devenir incontrôlable. Je crois que c'est votre préoccupation, n'est-ce pas? True. Even though I'm more worried about these parallel realities. Oui, c'est vrai. Je suis plus préoccupé par ces réalités parallèles qui exacerbent le dilemme de sécurité. Elles pourraient potentiellement aggraver la situation. Cela me préoccupe plus que l'intensification des croyances idéologiques. En ce qui concerne les croyances idéologiques, comme je l'ai mentionné plus tôt, l'histoire de la guerre froide originale est très éclairante. Il existe de nombreux exemples dans le comportement soviétique et américain. Même au plus fort de cette confrontation idéologique, les décideurs politiques ont fait preuve d'une détermination à être pragmatiques et pratiques. C'est pourquoi je crois que le dilemme de sécurité est plus dangereux que les différences idéologiques. That's why the security dilemma is more dangerous than this. And to give you one favorite example of mine, I recently finished reading a wonderful book about American policy towards. Voici l'un de mes exemples préférés. J'ai récemment terminé un merveilleux livre sur la politique américaine envers l'ancienne Yougoslavie pendant la guerre froide. C'est incroyable ce que vous découvrez lorsque vous examinez les nuances de l'évolution de la politique de Washington envers Belgrade. À un moment donné, la Yougoslavie était même plus avancée idéologiquement que l'Union soviétique elle-même. Tito renforçait fortement son idéologie communiste. Il attaquait les avions américains.
Il traitait non seulement terriblement les diplomates américains dans son pays, mais aussi les employés yougoslaves des ambassades américaines. Il est difficile d'imaginer de telles choses se produire aujourd'hui. Beaucoup de gens disent que des choses terribles se passent maintenant, mais ces événements passés étaient encore plus choquants. Something you cannot imagine even today. A lot of people say horrible things are happening, but those were even more impressive. And then still a few years later, you see the Quelques années plus tard, les États-Unis sont essentiellement devenus un allié de la Yougoslavie. C'est une discussion distincte impliquant la non-alignement et d'autres facteurs. Cependant, cela vous donne une idée de la façon dont les choses peuvent changer lorsque les États réalisent que l'idéologie n'est pas bénéfique. En fait, elle entrave souvent la poursuite de leurs intérêts nationaux. C'est pourquoi je ne suis pas trop préoccupé par l'idéologie. Je suis préoccupé par le fait qu'elle amène beaucoup de gens à perdre leur temps. Mais comme je l'ai mentionné, je suis plus préoccupé par le dilemme de sécurité souvent mécanique et automatique. C'est parce qu'il est plus difficile à arrêter. Il nous conduit directement à des conséquences militaires. difficult to stop, and that leads us directly to military consequences. Right, and the way out of that is of course to recognize. Correct. La solution à cela est de comprendre et de vraiment commencer à travailler sur le concept que ma sécurité est liée à votre sécurité. Quand vous vous sentez en sécurité, je commence à me sentir en sécurité. C'est la solution à ce problème. Cela conduit à un cycle positif. Absolutely. And also to add to Absolument, absolument. De plus, je veux ajouter à cela. La deuxième partie de mon argument explique pourquoi la nouvelle métaphore de la guerre froide n'est pas utile. C'est parce que la structure du monde d'aujourd'hui est très différente. Lorsque vous examinez les discussions actuelles dans les médias et parmi les analystes, vous constaterez que les pensées de nombreuses personnes sont façonnées par cette nouvelle métaphore de la guerre froide. Ils essaient d'imaginer comment ils peuvent contenir et dissuader l'autre côté. Cela les conduit à un certain type de pensée. Cependant, la structure du monde est différente maintenant. Il ne s'agit plus seulement de deux superpuissances. two superpowers. You at least have it's becoming multipolar, and even in terms of Au minimum, cela devient multipolaire. Même dans le contexte de la politique des grandes puissances, il y a actuellement deux confrontations principales. Cela pourrait changer, bien sûr. Mais pour l'instant, une confrontation est entre la Russie et l'Occident, et l'autre est entre les États-Unis et la Chine. Je souligne les États-Unis et la Chine en raison de la récente visite de Macron en Chine. Nous voyons encore comment cela se déroule. Je ne suis pas sûr que Macron puisse être notre De Gaulle moderne et porter ce fardeau plus loin. Il est trop vulnérable en ce moment. Cependant, si cela démontre quelque chose, c'est qu'il existe même dans le monde occidental, des différences structurelles qui pourraient avoir un impact. De plus, le monde devient probablement de plus en plus multipolaire. Il ne s'agit pas seulement d'avoir des puissances régionales qui sont fortes et significatives dans leur propre région. Si nous prenons en compte le facteur de la puissance nucléaire, nous sommes dans une situation différente de celle d'avant. Auparavant, il y avait 5 ou 6, peut-être 7 pays, dont 5 puissances nucléaires officielles et 2 ou 3 non officielles. Nous passons clairement à une réalité différente, et cela influencera sans aucun doute les développements futurs. Je soutiendrai que nous nous dirigeons vers une version nucléaire du 19e siècle, avec un équilibre des pouvoirs, espérons-le, plutôt qu'une guerre froide. Yohenni, c'était très intéressant. Merci beaucoup pour votre temps. Nous parlerons à nouveau bientôt. Comme nous le disons souvent, le monde est extrêmement turbulent. C'est vrai dans le sens le plus traditionnel et original du terme. J'espère qu'il y aura plus d'opportunités comme celle-ci à l'avenir. Merci de m'avoir invité. Espérons que nous revenons à la stabilité. Yohenni, merci beaucoup. Merci.